L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. 8h14, vous êtes sur studioqualita.com et nous recevons notre premier invité ce matin, Laura Velikling. Bokertov, Laura Velikling, bonjour à vous. Boker Tov. Et c'est pour nous parler de votre papa ce matin que nous vous recevons, puisque demain sera célébrée la Haskara de votre papa, le grand rabbin Jean Kling. Ce sera à Ranana, on va en parler dans quelques instants. Au programme de cette soirée, bien entendu, je suppose que vous allez faire un Dvar Torah. Et puis, il y aura aussi votre livre que vous avez écrit il y a quelques années sur votre papa, Sous le talit du rabbin. Un livre que vous avez écrit en souvenir de votre papa. Ça évoque quoi, ce moment que vous aviez avec votre papa, un moment, je suppose, privilégié, où vous étiez sous son talit? Oui, enfin la vérité, franchement, j'étais pas vraiment sur son talit. C'est-à-dire que c'est une image. J'étais plutôt sur le talit de mon grand-père. C'est-à-dire mon père, lui, comme il était grand rabbin, en général, pendant les Birkot Kohanim, surtout c'est le Ashkenazi, en route l'arrête, on faisait Birkat Kohanim, pas tous les Shabbats ni tous les jours, on faisait uniquement pendant les fêtes, etc. Et donc à ce moment-là, évidemment, il officiait, il était toujours très occupé. Et donc c'était pas en fait sur son talit qu'on recevait la bracha du Kohanim, c'est plutôt sur celle du grand-père. Mais c'est une image, bien sûr, pour dire que finalement, c'est le rabbin qui fait le talit. Enfin, je veux dire, c'est lui qui décide de la fonction rabbinique et de l'aspect qu'elle aura. C'est-à-dire que le rabbinat, surtout en France, dans les communautés en Chutz-Laretz, mais même en fait ici également en Israël, le rabbinat c'est une fonction de la personne qui est rabbin. C'est-à-dire que ça peut être un rabbinat très représentatif officiel, puis ça peut être un rabbinat très ilchatique avec décision de halakha, etc. Ça peut être un rabbinat très communautaire avec organisation de toutes sortes d'activités autour. Alors justement, votre papa, c'était quoi? Lui, il avait une idée de la fonction rabbinique très particulière. Et quand je dis particulière, ça veut dire que j'ai pas vraiment retrouvé ça ailleurs. Je suppose que ça existe, mais lui, il pensait que le grand rabbin d'une ville, c'était un petit peu le PDG de la communauté juive. C'est-à-dire que il ne pouvait pas y avoir dans son esprit une association juive quelconque. Il avait l'habitude de dire même si demain les pêcheurs à la ligne juive s'associaient en association, eh bien, il pouvait pas y en avoir une sans que lui soit le président. Oui. Que ce soit le président en titre ou pas, mais il fallait qu'il soit président. Pourquoi? Parce que c'était lui qui était censé représenter le judaïsme et à l'intérieur par rapport à toutes les autres composantes de la communauté et par rapport également au monde extérieur. C'est une implication importante, ça demande beaucoup de temps. Ouais, ça l'obligeait évidemment à être partout. Et bon, évidemment, nous, on a eu, en tant qu'enfant, la vérité, on s'en rendait pas vraiment compte. C'est après seulement quand on a vu, parce que moi je pensais que c'était comme ça chez tout le monde, quoi. C'est seulement après que je me suis aperçu que c'était pas tout à fait normal, cette histoire-là, qu'il était jamais là le soir, etc. Mais il avait chaque fois des réunions. Alors, ça lui permettait de créer une sorte d'unité de la communauté juive autour de lui. Donc, il a été rabbin après l'école rabbinique, après-guerre. Il a eu une petite communauté en province, dans la région parisienne, la communauté de la Varenne. Ça a duré 7 ans. Puis après, il est parti à Lyon. Là, il est resté 18 ans. Et puis après, il est parti de là-bas à Nice. Et puis à Nice, il est resté à peu près le même nombre d'années. Et ensuite, à sa retraite, il est venu à Kfar Maïmon en Israël, comme on disait, cultiver des tomates. Alors, ce qui est intéressant dans son parcours aussi, c'est que votre père a été rabbin tout de suite après la guerre, mais il a commencé des études de droit à la Sorbonne, et parallèlement, il a aussi commencé à aller au séminaire rabbinique. Est-ce qu'il est devenu rabbin par accident? Ouais. Et il voulait pas être rabbin. En fait, il était au scout, il était aux éclaireurs israélites quand il était jeune. Et puis la guerre est passée par là. Les EI ont continué à fonctionner, comme vous le savez, même pendant la guerre. Oui. Sauf que ça a pris évidemment à cause des circonstances des fonctions un petit peu différentes ou beaucoup différentes. Enfin, lui, il était jeune après la guerre, il devait avoir 16 ans et demi après-guerre, en 45. Et il a été submergé de questions plus on découvrait l'étendue de la Shoah, et plus les jeunes posaient des questions sur la Imona, sur où était Dieu, etc. Et il avait absolument aucune réponse. Il venait d'une famille pratiquante. Et mon grand-père
et ma grand-mère sont des gens qui étaient pratiquants, mais c'était des juges du Shulchan Aruch. Ils faisaient exactement ce qu'ils devaient faire, mais ils n'avaient pas eu l'occasion d'étudier réellement et de comprendre le pourquoi des choses. Et donc, c'est pas là qu'ils pouvaient trouver des réponses, et donc ils voulaient absolument étudier le judaïsme pour pouvoir avoir des réponses. Mais il y avait strictement rien. Le judaïsme a été complètement décapité pendant la guerre en France, et donc il n'y avait aucune institution qui avait rouvert ses portes. Il avait entendu parler de Manitou qui devait ouvrir à l'école d'Orsay, ou qui devait prendre là-bas, l'école d'Orsay plutôt, qui devait ouvrir avec Manitou, etc. Mais c'était pas tout de suite, et lui il voulait tout de suite. Et donc on lui a dit, il y a que le séminaire rabbinique de la rue Vauclin qui est ouvert. Il est allé voir le séminaire rabbinique, il leur a dit, écoutez, moi je veux bien étudier, mais je veux pas devenir rabbin, hein, moi, pour faire des enterrements et des mariages, c'est pas pour moi. Non, moi je uniquement connaître le judaïsme. Et comme on avait vraiment besoin de rabbins à l'époque, eh bien, la direction du séminaire était suffisamment intelligente pour lui dire, mais oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, comme vous voulez, rien que venez étudier. Et donc, il a dit, moi, je continue mes études en même temps à la Sorbonne, il n'y a pas de problème. Et donc, il allait en effet à la Sorbonne dans la journée, et puis il venait étudier le soir, et il dormait là-bas. Et puis au fur et à mesure, il s'est aperçu que c'était quand même beaucoup plus intéressant que les cours de droit à la Sorbonne. Alors, vous nous l'avez dit, c'était un rabbin très impliqué. Il a fait beaucoup de choses. Il était dans toutes les associations juives, dans les villes où il était rabbin. Qu'est-ce qui, quand même, a été pour vous l'enseignement principal de votre père, pour ce que vous retenez le plus, en tout cas? Ça dépend si c'est au niveau rabbinique ou si c'est au niveau humain. Au niveau rabbinique, c'est cette fonction tout-terrain. C'est-à-dire que lui, par exemple, d'organiser des maccabiades, comme on les appelait, c'est-à-dire des jeux où les différents mouvements jeunesse ou écoles au Talmud et Torah étaient représentés, etc. pour un concours. C'était pas seulement quelque chose où il venait donner son nom, c'est lui qui les organisait. Il organisait les jeux, y compris les règles du jeu, c'est-à-dire il comptait les points, etc. Et pour lui, ça faisait partie de la fonction du rabbin, comme d'aller surveiller la nuit, il faisait le guet pour voir si une boucherie cachère n'avait pas fait par hasard, comme les soupçons se portaient sur lui, de faire venir de la viande qui n'était pas très surveillée. Alors il jouait au policier avec les détectives du Vada Kashrut qu'il avait créé, etc. Et pour lui, ça c'était le rabbinat, et ça c'était quand il était à Nice et qu'on commençait à parler des radios libres, il a créé la radio. Il a créé la radio Shalom Nitan qui fonctionne tout de suite encore aujourd'hui, mais de manière complètement différente. Lui, dans son idée, c'était pas il y a une radio de la communauté, et puis le rabbin il vient quémander une heure par semaine ou 2 heures par semaine pour faire passer le message, comme il disait, des bonduseries rabbiniques. Mais c'était lui, au contraire, qui avait la radio, et c'est lui qui donnait des tranches d'horaire aux autres. Donc il était responsable de la radio, il faisait de la politique, il faisait les émissions d'actualité, comme les émissions de sport, etc. Et tout ça, il voyait pas en quoi ça faisait pas partie de la fonction. Il avait donc, si vous voulez, une conception de la fonction rabbinique qui était très, très, très élargie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est ça que j'ai pas retrouvé le rabbin ailleurs. Dans la cité, vraiment. C'était le rabbin. Alors, vraiment, dans la cité, C'était la cité dans le rabbinat, plutôt. C'est tout, Et au point de vue humain, alors? Au point de vue humain, c'était quelqu'un de très simple. Il était très ferme sur ses positions, et malgré tout, il était très respecté et très aimé également par la grande majorité de ses fidèles. Mais il était très simple, et c'était pas une simplicité qui était feinte. Il était vraiment, il pensait faire uniquement ce qu'il devait faire, et c'est tout. Et ça se voyait dans 1000 petits détails. D'abord le sens de l'humour qu'il avait. Il était le premier à se moquer de lui-même. Il disait qu'il n'y a que des gens qui font pas leur travail sérieusement, qui se prennent tellement au sérieux. Et donc il y avait cet aspect humain, cet aspect également, si vous voulez. Il m'avait dit une fois à la fin de sa vie, je le raconte également dans le bouquin, à la fin de sa vie, il m'avait dit qu'il a peur quand même de mourir. Alors je lui avais demandé, mais pourquoi tu me dis ça? T'as quand même pas peur du jugement céleste? Il me dit, si. Je dis, comment ça? Mais avec ce que tu as fait, je dis, non, au niveau rabbinique, j'ai un dossier en béton, ça, j'ai pas de problème. Mais ce que j'ai peur, vois-tu, c'est que il me montre un film dans lequel je vois tout d'un coup un bonhomme qui m'a envoyé parce que ce type-là avait besoin que je le regarde, que je lui tende la main, que je lui dise quelque chose, d'un mot gentil, etc.
Et moi, je l'ai même pas vu. Et il était angoissé, réellement angoissé par ça. Il était angoissé de passer à côté de quelqu'un qui aurait eu besoin de ce qu'il pouvait lui apporter. Il avait créé tout un système pour ne pas rater quelqu'un, quoi. Pour ne pas rater quelqu'un. Et ça vient d'une modestie qui était naturelle. Et ça vient également d'une conscience très 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 précise et très pointue de sa fonction. Peut-être aussi c'est dû à la Shoah et la génération qui a vécu ça, quelles que soient les circonstances et le pays. Finalement, on n'en ressort pas complètement indemne. Et lui, pour lui, il y avait tellement de choses à faire. Il y avait tellement de gens qui étaient partis, qui auraient dû faire, que ceux qui avaient eu le privilège de rester, eh ben, il devait faire pour les autres aussi, quoi. Alors, vous allez en parler, bien entendu, demain, puisque vous faites, ce sera la Haskara à Ra'anana. Ce sera l'occasion, bien entendu, de parler de votre papa et puis aussi de vendre ce livre, hein, donc sous le talit du rabbin, au profit de votre institution, Chemdat Hadarom, qui s'adresse donc aux jeunes filles, première année en Israël. Hier, c'était la rentrée, puisqu'on va parler dans quelques instants de la rentrée parlementaire, mais hier, c'était la rentrée universitaire et la rentrée de Chemdat Hadarom. Oui. La 23e session, on est aussi ému à la 23e session qu'à la première ? Oui, mais c'est l'avantage quand on travaille avec des êtres humains, c'est que c'est jamais la même chose. Donc il y a toujours ce sentiment de nouveauté, même si c'est pas la première fois qu'on vient les chercher à l'aéroport, c'est pas la première fois qu'on fait la première grande réunion ensemble, etc. Là, je reviens de l'aéroport, j'ai passé pratiquement la nuit là-bas, donc j'ai fait les allers-retours pour pouvoir accueillir les jeunes filles qui viennent d'arriver. Et c'est toujours avec une grande émotion. D'abord, elles sont émues et leur émotion est communicative. Et puis bon, c'est toujours quelque chose de très nouveau et on espère que ça se passera aussi bien que les années précédentes. Je suis très heureux que finalement, parce que c'était pas évident de faire, vous savez qu'on est à Netivot et Netivot, c'est pas obligatoirement le centre, on va dire, le centre commercial ou du pays ou le centre des loisirs, etc. C'est vraiment un petit peu en périphérie. On va de moins en moins, mais enfin c'est toujours. Et donc pour attirer les jeunes filles qui font l'effort de quitter Paris ou de quitter Strasbourg ou de quitter Lyon pour venir en Israël, en général elles veulent Jérusalem. Et donc devenir un Netivot, c'était quand même un challenge, un pari qui n'était pas évidemment pas gagné d'avance. Et donc ça me fait plaisir. Ça fait plaisir que ça marche depuis si longtemps. Donc si ça marche bien, depuis déjà 23 ans, on suppose que ça va marcher encore pendant de longues années. Il faut espérer. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Voilà, de je vais juste rajouter que si c'est possible, que cette soirée donc qui est donc en effet en l'honneur de mon père, mais qui est également une soirée où on va, comme vous l'avez dit, vendre les livres au profit de Chemdat Hadarom, c'est aussi une soirée de soutien à Chemdat Hadarom, parce que bon, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais enfin il y a une nouvelle politique de Massas qui fait que les filles qui viennent chez nous n'ont pas toutes les possibilités de payer le complément de ce que coûte réellement le programme. Donc nous, c'est un programme où on fait pas de bénéfice, c'est vraiment on a la chance d'être dans une institution qui n'a pas ouvert ce programme pour cela. Et donc, et malgré tout, il y a un coût réel. Et donc, on en profitera pour faire un appel à ceux qui peuvent aider. Alors, vous donnez l'adresse, peut-être, où ça se passe ? Oui, alors c'est la rue Abravanel. La synagogue s'appelle Adat Bnei Israël à Ra'anana. Et ça commence à 20h. Voilà, sur votre page Facebook, je pense qu'on peut trouver tous les renseignements. Ouais. Tout se trouve là-bas. Merci beaucoup, Rav Elikling. Une bonne, merci à vous, bonne chance et une bonne année pour les filles de Chemdat Hadarom. Merci, Koltou. Todaraba. 8h27 dans quelques instants, ce sera l'occasion de parler d'une autre rentrée, de rentrée parlementaire, puisque notre invitée, une députée du parti Likoud, Sharon Ashkel, sera avec nous au téléphone. Elle nous parlera bien entendu de cette rentrée parlementaire avec ses défis et puis aussi de son travail en tant que députée. Dans quelques instants sur studiokalita.com. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.